Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone au sujet de la guerre en Ukraine le mardi 18 mars. C'était la deuxième fois en un peu plus d'un mois et dans les deux cas, ni Kiev ni l'Union européenne n'ont été consultés. Dans ce conflit, Donald Trump semble donner raison à Vladimir Poutine, ce qui provoque la colère des Européens qui se sentent trahis par leur allié historique. Pour beaucoup d'observateurs, l'ordre mondial que nous connaissions depuis la création des Nations Unies en 1945 est bouleversé. L'Occident est divisé avec d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Europe. Alors sommes-nous entrés dans un nouvel ordre mondial? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Henri Vernet qui suit les questions diplomatiques au sein du service politique et Charles de Saint-Sauveur, chef de notre service international. On a choisi de commencer ce podcast juste après la Seconde Guerre mondiale, au mois d'octobre 1945. Les Nations Unies sont créées. Charles de Saint-Sauveur, quel est l'objectif de cette organisation ? L'objectif, c'est de résoudre les conflits du monde, maintenir la paix, la sécurité sur la planète, de défendre les droits de l'homme, de régler les problèmes économiques, de pacifier un monde qui a été largement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. We must learn to live together in peace. Les décennies qui suivent sont marquées par le processus de décolonisation et par la guerre froide. Henri Vernet, rappelez-nous ce qu'est la guerre froide. C'est le partage et la domination du monde par les deux superpuissances, l'URSS, l'Union soviétique, et les États-Unis. À l'est, le communisme, le socialisme, à l'ouest, le capitalisme. La guerre froide, comme son nom l'indique, il n'y a pas de conflit direct entre les deux superpuissances, tout simplement parce qu'elles possèdent chacune les plus grands arsenaux nucléaires mondiaux, et les deux capitales, Moscou et Washington, ont les moyens de se détruire mutuellement. C'est d'ailleurs une doctrine de destruction mutuelle assurée qui va garantir le gel sur la planète. Néanmoins, il y aura beaucoup d'affrontements indirects, c'est-à-dire que les soviétiques et les américains vont se faire la guerre en quelque sorte par pays interposés. Ils vont déclencher la guerre de Corée, la guerre du Vietnam surtout, et puis plus récemment la guerre d'Afghanistan, parce que la guerre froide, elle va durer de 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à fin 1991, c'est-à-dire l'effondrement de l'URSS après la chute du mur de Berlin en 1989. Charles de Saint-Sauveur, en juin 1963, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est à Berlin-Ouest. La ville est coupée en deux. Il prononce notamment ces mots « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Quel est son message en résumé ? Kennedy arrive devant 400 000 personnes à l'hôtel de ville et il prononce donc ce fameux mot « Ich bin ein Berliner ». Ich bin ein Berliner. Qui veut dire en gros « je suis des vôtres, nous partageons des valeurs communes, nous serons à vos côtés si vous êtes attaqués », parce qu'il faut bien se rendre compte quand même que Berlin-Ouest, c'est une enclave occidentale dans un territoire est-allemand, avec la crainte d'être attaqué à tout moment par les troupes du bloc communiste. Depuis 3 heures déjà, il n'y a plus de mur de Berlin. En 1989, dans la nuit du 9 novembre 1989, le mur de Berlin est abattu par des Berlinois de l'Est. Vous pensez que l'ouverture du mur, c'est pour toujours ? Moi, je compare ce jour avec la Bastille, hein ? Vous me comprenez ? Instant symbolique de la chute des régimes communistes en Europe. Qu'est-ce qui change à partir de là ? C'est la fin du monde bipolaire qui a dominé les relations internationales depuis 1945 et son remplacement par un monde, on va dire, unipolaire, largement en tout cas dominé par les États-Unis qui sont plus que jamais le gendarme du monde. Les années 90, c'est vraiment ça, avec une Pax Americana, une paix américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, mais en tout cas, effectivement, les États-Unis, ce sont ceux vers lesquels on se tourne pour les résoudre. En 1992, le politologue américain Francis Fukuyama a écrit un livre intitulé « La fin de l'histoire
et le dernier homme. Henri Vernet, quelle est sa thèse en résumé ? Sa thèse, c'est que le libéralisme, la démocratie libérale telle qu'elle est incarnée par les États-Unis, qui sont censés en être le phare, a définitivement vaincu le communisme, l'URSS qui s'est effondré. De fait, l'armée rouge qui faisait si peur pendant des décennies a été battue, elle est tenue en échec partout. Le régime soviétique, qui lui aussi inspirait une espèce de terreur, tout cela est balayé par l'effondrement du régime, par la chute de Gorbatchev. Ceux qui restent, eh bien, ce sont les Américains. C'était ce qui sera théorisé par le ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine comme la domination de la superpuissance, de l'hyperpuissance, disait-il, planétaire. Henri Vernet, dans les années 1990, 2000 puis 2010, est-ce que les présidents américains successifs continuent de s'impliquer dans les affaires mondiales ? Non, ils ont une vraie tentation de s'occuper d'abord des Américains, d'abord de leur pays. Il y a eu George Bush père qui lui a lancé la guerre du Golfe, mais c'était en gros la dernière grande intervention extérieure, la grande aventure militaire américaine, parce que Bush sera battu par Clinton en 1992, et Clinton avait justement un argument qui est resté célèbre, c'est « It's the economy stupid », c'est-à-dire que Bill Clinton, il gagne ses élections parce qu'il met en avant le besoin des Américains de prospérité et pas d'aller se mêler de ce qui se passe ailleurs et de régler les conflits à travers la planète. Bush Junior, qui va succéder à Clinton, est plutôt sur cette ligne. C'est d'abord l'Amérique, le bien-être de la nation, mais va survenir le 11 septembre 2001 avec cette attaque des États-Unis. Et là, eh bien, après le 11 septembre, Bush va lancer la guerre d'Irak et les Américains se retrouvent à nouveau embarqués dans des conflits extérieurs. On fait un saut dans le temps de plusieurs années. En février 2022, la Russie de Vladimir Poutine s'attaque à l'Ukraine. La Russie qui avait déjà annexé la péninsule de Crimée en 2014. Crimée qui était jusqu'ici ukrainienne. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonce avoir lancé une invasion de l'Ukraine. Il parle d'une opération militaire spéciale qui a pour but, je cite, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Fin de citation. À ce moment-là, Charles Saint-Sauveur, c'est le démocrate Joe Biden qui est président des États-Unis. Comment est-ce qu'il réagit ? Il réagit en homme de la guerre froide, en prenant fait et cause pour l'Ukraine agressée, au nom des valeurs communes, au nom de la défense de la démocratie. The United States has marshaled massive levels of security assistance and humanitarian aid and direct economic support for Ukraine. Très concrètement, ça prend la forme immédiate de sanctions économiques, mais aussi l'acheminement des premières armes. Ce soutien va culminer en février 2023 avec une visite assez risquée, surprise à Kiev de Joe Biden, qui dit « L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie ». Donald Trump est donc à ce moment-là ancien président des États-Unis. Il l'a été de 2017 à 2021. Quelles sont ses relations avec Vladimir Poutine ? On le dit fasciné par Vladimir Poutine. Alors évidemment, on n'est pas dans sa tête, mais les premiers contacts, c'est une visite à Moscou en 1987. On ignore exactement la nature des liens Trump et la Russie. En tout cas, entre les deux hommes, clairement, il y a quelque chose qui ressemble à une sorte d'admiration réciproque, ou en tout cas une fascination clairement de Trump pour ce mâle alpha en qui il se reconnaît en quelque sorte. Il y a une espèce de jeu de miroir. Même quand Trump n'était plus aux affaires, Trump lui a passé une demi-douzaine de coups de téléphone quand même. Donc les relations n'ont jamais cessé. Le 5 novembre 2024, Donald Trump remporte la présidentielle américaine. Il devient le 47e président des États-Unis, après en avoir été le 45e. Prise de fonction le lundi 20 janvier à Washington. Et là, le jour même, il signe des dizaines de décrets de façon symbolique devant du public, notamment des décisions destinées à retirer les États-Unis des grandes instances internationales. Lui, il estime que ces instances, non seulement coûtent énormément d'argent aux contribuables américains, mais en plus agissent très souvent contre les intérêts des Américains et de l'Amérique. Donc, effectivement, il est disposé à les bazarder. C'est ce qu'il fait, en fait, très rapidement avec les accords de Paris sur le climat. Il en était déjà sorti lors de son premier mandat. Il sort de l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé. Puis, effectivement, il a arrêté de financer l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Il y a un désengagement assez clair de l'Amérique de Trump pour tout ce qui est versement de l'aide internationale ou participation à des ONG. Henri Vernet, concernant la guerre en Ukraine, il a promis de mettre un terme à ce conflit, je cite, en 24 heures. Quelle est sa position ?
Quand il sort cette formule, c'est le matamor, hein, Trump. Justement, il se fait fort de sa relation avec Poutine pour mettre fin à un conflit qu'il considère comme ne mettant en rien en cause les intérêts et la sécurité américaine. Donc il trouve aberrant, il le dit dans sa campagne, totalement stupide. Il traite d'ailleurs Biden d'imbécile à plusieurs reprises sur ce thème, d'avoir dépensé autant de milliards du contribuable américain pour financer des armes. Trump n'en démord pas. Pour lui, il faut vraiment cesser cette gabegie du soutien militaire à l'Ukraine. Charles Saint-Sauveur, dans ce contexte, le mercredi 12 février, Donald Trump appelle Vladimir Poutine. Les deux hommes passent un long moment ensemble au téléphone. Évidemment, on ne sait qu'après. Tout le monde comprend à ce moment-là que quelque chose a irrémédiablement changé. On est seulement 3 semaines après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et déjà, l'ordre du monde, comme on le connaissait, vacille. Un coup de fil au-dessus de la tête des Européens et des Ukrainiens sur le destin de l'Ukraine, c'est quand même une déflagration, un choc total. Le mercredi 19 février, Donald Trump accuse le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'être un dictateur parce que le mandat du président ukrainien est arrivé à son terme en mai 2024 et qu'il n'y a pas eu depuis de nouvelles élections. Trump fustige ce jour-là Zelensky, le qualifie de comédien au succès modeste qui a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser des centaines de milliards de dollars pour s'engager dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Fin de citation. Charles Saint-Sauveur, que cherche à faire Donald Trump avec de telles déclarations ? À lui tordre le bras, de toute évidence, c'est-à-dire à lui faire sentir qu'il est complètement diminué, absolument pas en capacité ni de regagner les territoires, et encore moins de gagner la guerre évidemment, ni même de résister à Poutine. Il faut savoir que pour Trump, qui n'aime pas du tout Zelensky, à ses yeux c'est un loser. Et c'est quand même très clairement quelqu'un qui l'empêche de signer une paix assez rapidement. Donc l'idée c'est vraiment de l'affaiblir pour qu'il accepte tous les compromis que les Américains exigeront de lui. À ce moment-là, Donald Trump négocie un accord économique avec l'Ukraine de Zelensky. Henri Vernet, de quel accord est-ce qu'on parle ? Quel est l'objectif du président américain ? Il cherche à avoir un retour sur investissement, sur toute l'aide qui a été apportée par les États-Unis, sous forme d'intérêt des Américains dans les minerais rares comme le manganèse, le lithium, pour les batteries, le titane, des métaux extrêmement précieux dont regorgerait le sous-sol ukrainien et sur lesquels les Américains obtiendraient des droits grâce à cet accord, des droits d'exploitation. Il y a juste un petit bémol, c'est que pour l'instant, en réalité, personne ne sait exactement ce qu'il y a sous les pieds des Ukrainiens, donc il y a quand même une certaine incertitude. En réalité, c'est surtout le symbole qui compte pour Trump, c'est-à-dire pouvoir agiter le drapeau en disant « Regardez, moi j'ai obtenu un accord, on a des richesses un petit peu comme les richesses du monde, et c'est pas comme cet imbécile de Biden qui lui était juste bon à gaspiller les dollars américains. » Le vendredi 14 février, le vice-président américain J.D. Vance est en Allemagne, à Munich. Il participe à une conférence sur la sécurité, mais en marge de ce rendez-vous, il soutient très clairement le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, en pleine campagne électorale pour les législatives prévues pour le dimanche 23 février. Là, on peut dire vraiment qu'il brise un tabou. Le vice-président américain qui va rencontrer Alice Weidel, donc qui est la chef de l'AfD, vraiment un parti d'extrême droite. C'est Washington qui se mêle de la campagne législative allemande. C'est du jamais vu. Cette rencontre se déroule juste après un discours qui est une sorte de déflagration en Europe, qui est le discours que J.D. Vance prononce à Munich lors de la conférence pour la sécurité. Il fait la leçon aux Européens, en quelque sorte, en disant que c'est plus un continent où la liberté d'expression a ses droits. Il considère qu'on n'est plus du tout à la hauteur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, je crains que la liberté d'expression ne recule. Et au soir des législatives, le dimanche 23 février, celui qui vient de remporter le scrutin et qui va donc devenir le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, affirme que l'Europe doit renforcer le plus vite possible son indépendance face aux États-Unis. Il a compris que ce gouvernement, en gros, était en train de se désengager de l'Europe, que le sort de l'Europe lui était complètement indifférent. Donc sa priorité, c'est de renforcer les liens avec l'Europe. Et il faut savoir que lui, c'est le leader de la CDU, c'est le grand parti
parti conservateur chrétien allemand, notoirement atlantiste, qui s'est bâti philosophiquement sur l'étroitesse des relations avec les États-Unis. Donc les États-Unis qui protègent l'Allemagne militairement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout cela qui est remis en cause, et il le dit à sa manière, avec des mots à la fois très simples, qui disent tout son désarroi et en même temps ses déterminations. Je n'aurais jamais pu penser dire une chose pareille à la télévision. Henri Vernet, le lundi 24 février, vous suivez le président français Emmanuel Macron pendant son déplacement à Washington. Que cherche à faire Emmanuel Macron avec Donald Trump ? Il cherche tout simplement à remettre les Européens à bord, parce que l'histoire s'est accélérée de manière incroyable entre Trump et Poutine. Les discussions de paix qui étaient totalement inenvisageables et totalement gelées depuis 3 ans, là repartent. Ça s'accélère, simplement ça s'accélère sur le dos des premiers concernés. Donc Macron, il agit au nom d'une double conviction, d'un double mantra. Pas de discussion sur une paix en Ukraine sans les Ukrainiens, pas de discussion sur la sécurité de l'Europe, puisque les deux sont liés, sans les Européens. Donc il veut absolument être là. Il est le premier Européen à venir à faire le voyage à la Maison-Blanche dans ce nouveau contexte. Il le fait un petit peu au nom des Européens, qu'il faut vraiment remettre dans le jeu, parce que pour l'instant, ils sont vraiment sur le bord du chemin, alors qu'on parle d'un conflit majeur qui se déroule sur leur territoire et qui menace leur propre sécurité. La même semaine, le vendredi 28 février, Volodymyr Zelensky est reçu à la Maison-Blanche à son tour par Donald Trump et par le vice-président américain J.D. Vance. C'est l'épisode du camouflet infligé par les deux Américains à l'Ukrainien. Il lui reproche en résumé de ne pas les avoir suffisamment remerciés pour l'aide américaine, et cet échange est filmé. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Mr. President, with respect. Vous, Henri Vernet, vous dites quoi en voyant ça ? C'est sidérant. C'est un moment inouï de brutalité, de violence, de vulgarité. La manière dont Trump et son vice-président, J.D. Vance, s'en prennent physiquement, y compris en le montrant du doigt, presque en agressant. D'ailleurs, les trois se coupent la parole en permanence. Zelensky, Trump et son vice-président. Et donc de voir cette espèce de foire d'empoigne entre Zelensky, Trump peut en penser ce qu'il veut, mais enfin cet homme-là, c'est quand même quelqu'un qui résiste au nom de son peuple depuis 3 ans. C'est assez inouï ce qui s'est passé après l'invasion de la Russie. Ils vont jusqu'à se moquer, les deux Américains, de sa tenue. Ils comprennent pas comment on puisse venir dans le bureau Oval rencontrer le président avec son espèce de treillis que porte en permanence Zelensky. En gros, il lui faut comprendre qu'il aurait pu venir en costume quand même. Donc c'est quand même un moment qui restera marqué d'une pierre noire dans l'histoire diplomatique. You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Charles de Saint-Sauveur, quelles sont les réactions en Europe, que ce soit à Paris, Londres ou Berlin notamment ? D'abord, le choc est très rapidement quand même, on se ressoude. Les Européens, les uns après les autres, le soir même de l'échange, tous les leaders européens, les uns après les autres, se fendent de communiquer pour soutenir encore plus fort Volodymyr Zelensky et l'Ukraine. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Ukraine, l'Espagne est avec toi. Le président Zelensky a raison, la paix sans garantie n'est pas possible. Un cessez-le-feu sans garantie est la voie vers l'occupation russe de tout le continent européen. Et puis ensuite, il y aura aussi la phase calinothérapie, si j'ose dire. Dès le dimanche à Londres, il y a un sommet qui est organisé avec des leaders européens. Alors pas tous, mais les principaux. Donc en gros, les Européens se mettent assez rapidement quand même en ordre de marche. C'est un petit peu Trump is making Europe great again, pour reprendre évidemment le célèbre slogan de ces deux campagnes victorieuses. Henri Vernet, au niveau diplomatique, qu'est-ce que le monde entier a compris en voyant cet échange ? Le monde entier comprend que l'Amérique de Trump a basculé du côté des dictateurs, du côté du monde autoritaire, des démocraties illibérales comme on dit. C'est-à-dire que l'Amérique, elle est devenue le soutien de Poutine et consorts. Les États-Unis qui, le jour même du 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, ont signé avec Poutine, avec la Russie, un texte en gros faisant passer l'Ukraine pour l'agresseur. Bref, ce pays qui était le phare de la liberté, le phare du libéralisme, devient un pays clairement plutôt favorable aux régimes autoritaires et carrément, aux yeux de ses vieux amis européens, devient une espèce de traître. Françaises, Français, mes chers compatriotes,
Le mercredi 5 mars, le président Emmanuel Macron prononce une allocution à la télévision et à la radio. Son message, la menace russe est là et l'avenir de l'Europe n'a pas à être décidé à Washington ou à Moscou. Henri Vernier, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette allocution? Le ton déjà, c'est un discours qui est très grave, alarmant. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. Sur le fond, ce qu'il faut en retenir, c'est que, cette menace russe, elle est là. La menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. Finalement, on ne vit plus en paix, on est dans une espèce de guerre hybride. Bien sûr, les chars ne sont pas là, mais il y a cette menace qui pèse sur la France comme sur les autres pays européens, et donc pour s'en prémunir, les Français devront faire des efforts, ils devront s'engager. C'est ça le message du chef de l'État ce soir-là. Et puis forcément, des efforts financiers. On devine en filigrane que pour réarmer le pays, alors pour le coup au sens propre, il va bien falloir faire des choix financiers, budgétaires. Il y a cette idée-là. On parle beaucoup depuis quelques semaines de la menace russe avec la guerre hybride qu'elle mène contre l'Europe ou les États-Unis, sabotage, désinformation, manipulation. Mais au-delà de ça, Charles Saint-Sauveur, est-ce que la vraie nouveauté, ce n'est pas le fait que l'Europe est seule maintenant face à Vladimir Poutine sans l'allié américain ? Oui, c'est vertigineux. Alors peut-être un peu moins pour nous dans notre logiciel français gaulien avec notre autonomie stratégique et puis surtout la dissuasion nucléaire. C'est sûr qu'on se sent moins exposé. Mais il faut se mettre à la place des Polonais, des Allemands qui, eux, se retrouvent tout nus face à un pays qui leur veut pas du bien. Henri Vernier, le 6 mars, un sommet européen est organisé à Bruxelles en Belgique. Le but affiché est de réarmer l'Europe. C'est un sommet qui est un sommet extraordinaire et qui porte bien son nom parce que ce dont il est question ce jour-là, ce sont vraiment des choses qui étaient inimaginables en Europe, il y a encore avant-hier. Déjà le fait de décider de consacrer 800 milliards d'euros à cet effort de réarmement, c'est-à-dire à la possibilité d'équiper, de développer des armées puissantes dans les 27 pays membres. C'est tout un état d'esprit qui n'existait pas auparavant parce que justement, ce qui se passe ce jour-là à Bruxelles, c'est... aujourd'hui, l'Europe, c'est un peu fini l'époque, vous savez, des herbivores dans un monde de carnivores. Là, il faut vraiment que l'Europe, elle s'arme, elle s'émancipe des Américains, elle fasse cet effort de sécurité pour elle-même. Le mardi 11 mars, un sommet informel de défense est organisé à Paris, au musée de la Marine. Il y a là une trentaine de chefs d'état-major de l'Union européenne et de l'OTAN, mais les Américains ne sont pas invités. L'objectif est de montrer que l'Europe pourrait riposter à une agression russe sans consulter Washington. On le disait en préambule de ce podcast, le mardi 18 mars, Donald Trump et Vladimir Poutine ont à nouveau échangé au téléphone sur la guerre en Ukraine pendant 2h30. Ils ont parlé ensemble d'une trêve en Ukraine et en Russie sur les structures énergétiques, donc pas de frappe sur ces structures. Une trêve discutée sans l'Ukraine ni l'Europe. Charles de Saint-Sauveur, est-ce que nous sommes entrés aujourd'hui dans un nouvel ordre mondial ? C'est un ordre mondial qui s'était largement délité depuis des années. Mais là, je crois vraiment que depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il a littéralement éclaté. On en a eu maintes preuves. Très clairement, aujourd'hui, on est dans la loi du plus fort avec le retour d'États-puissances, les États-Unis évidemment et leur sphère d'influence, la Russie, la Chine bien évidemment. Quant aux Européens, effectivement, ils ont l'air d'être un peu les vaincus de l'histoire de ce qui se passe actuellement, mais ils n'ont sans doute pas dit leur dernier mot. C'est la première puissance économique du monde. L'histoire n'est pas écrite, mais en tout cas, elle a pris un tour très très différent. L'ordre mondial hérité de 1945 a définitivement éclaté. Henri Vernier, est-ce que Donald Trump peut encore changer de position ? Trump peut changer parce que par nature il est imprévisible et Trump, un coup il vous dit que Zelensky est quelqu'un de monstrueux et puis finalement quelques jours après il va quand même signer un accord avec lui. Pour autant, il y a avec lui une constante, c'est que Trump veut que les intérêts de l'Amérique et encore une fois des électeurs du peuple américain, de la classe moyenne américaine, qui sont le ferment selon lui des États-Unis, eh bien il faut que ces intérêts soient servis. Donc l'ordre mondial vu par Trump, il bougera certainement, mais avec cette constante, les intérêts de l'Amérique d'abord.
Merci Henri Vernet, Charles Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffonjon. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi dans Crime Story avec Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.